Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Il a tellement de cordes à son arc qu'il est difficile de vous présenter notre invité en quelques mots, d'autant plus qu'il refuse d'être assigné à la moindre discipline. Dans l'exposition qui lui est consacrée au LAM, le Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut jusqu'au 21 janvier, on le voit donc photographe, dessinateur, sculpteur, cinéaste, designer sonore, et même depuis hier soir presque, metteur en scène. Bonjour Mohamed Bourouissa. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Vous passez donc d'une discipline à l'autre, comme je l'ai expliqué. On va évidemment parler de chacune d'entre elles. Mais comment vous vous présentez quand vous devez le faire à quelqu'un, Mohamed Bourouissa? Depuis hier soir, ça devient plus compliqué, mais non, souvent je me présente comme artiste, plasticien, souvent c'est la manière la plus simple, artiste, disons. Voilà. Artiste et plasticien, parce que je l'ai dit, et on va évidemment en parler depuis hier soir pour dire à nos auditeurs, c'est que vous avez mis en scène un spectacle, donc vous avez cette nouvelle étiquette de metteur en scène, on en parlera tout à l'heure. Mais artiste plasticien aussi, parce que dans cette exposition qui se déroule au LAM, donc, qui s'appelle Mohamed Bourouissa, Attracteur étrange, on découvre tout ce que vous créez, tout votre processus de création. Attracteur étrange, c'est quoi cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est étrange justement comme titre, non? C'est vous qui l'avez choisi? Oui, c'est moi qui l'ai choisi. En fait, j'étais parti voir une conférence sur Glissant et j'ai honte parce que je me souviens plus du nom du réalisateur qui a fait un superbe film sur Glissant, où Glissant parle d'attracteur étrange, et j'ai commencé à fouiller cette utilisation que Glissant avait fait, et je trouvais ça assez beau. C'est une théorie mathématique sur le chaos et qu'il y a une forme de logique, même dans ce qu'on pense être incohérent. Et je trouvais assez beau par rapport à la manière dont je travaille. C'est-à-dire que souvent, quand je travaille sur des sujets, et beaucoup quand je travaille aussi avec des personnes, dont on peut le voir dans l'exposition, le résultat, il est le fruit pas uniquement de simplement ma propre idée que je me fais de ce que ça va être, mais il est aussi le fruit d'un échange, donc d'une transformation, et qui crée une forme de logique et qui donne un sens. C'est pourquoi souvent dans mon travail, il y a des formes parfois différentes, qu'on peut considérer comme disparates, mais pour moi, elles ont toute une cohérence. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Tout est thérapeutique à l'époque. Je crois que c'est Fanon qui a commencé à introduire, donner une cigarette au malade, c'est thérapeutique. Vous rentrez dans une cellule, la première des choses que vous faites, donner une cigarette au malade. Vous allez voir, discutez. Il disait même, il faut savoir écouter. Le malade mental, il faut l'écouter. Pour essayer de le soigner, il faut l'écouter. Pendant pour rentrer dans la cour, que d'autres médecins ne mettaient jamais les pieds dans la cour. De recevoir les informations concernant le malade par le biais du surveillant ou des infirmiers. Tandis que lui, il entrait là, il est toujours avec eux, il discutait, il entendait. Il était toujours à l'écoute. À l'écoute des malades. Il y avait d'abord la camisole de force, il y avait la ceinture en elle-même qu'on attachait les deux bras des malades, il y avait les attaches-poignets. Et la sangle. Et il y avait la sangle, c'est ça. Et la ceinture de force. On s'est dit, c'est pas possible. On avait commencé à déchaîner ces malades, et on est arrivé quand même à des résultats extraordinaires. Reportage dans l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie, diffusé en 1991, où on entend donc cette discussion à propos de Frantz Fanon, psychiatre, médecin-chef de cet hôpital psychiatrique dans les années 50 en Algérie. Archive évidemment en référence à votre œuvre exposée au LAM, une installation qui est née de votre visite dans cet hôpital psychiatrique il y a quelques années, qui s'appelle Les Oiseaux de Paradis. Vous nous racontez d'abord évidemment votre rapport à Blida et comment vous arrivez dans cet hôpital psychiatrique. Mohamed Bourouissa. Merci. Donc en fait, moi je suis né à Blida. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 4 ans, et puis je suis arrivé très vite en France à 5 ans et avec ma mère. Et j'allais assez souvent en Algérie. Et il s'avère qu'en 2008, si je me trompe pas, je dis pas de bêtises, j'ai une tante qui, elle, était patiente là-bas et qui, à un moment donné, avait trouvé un petit boulot pour faire le ménage, et je l'avais accompagnée dans cet hôpital. Et quand je vais dans cet hôpital-là, je découvre en fait le portrait d'un homme noir qui était devant, et donc une stèle un hommage à Frantz Fanon.
Et je me pose la question, mais qui il était. J'ai commencé à faire mes propres recherches sur Frantz Fanon. Et c'est vrai que j'étais encore jeune et que j'avais pas du tout connaissance de Frantz Fanon. Et j'ai commencé à regarder et à comprendre qui il était. Et la première fois, j'ai commencé vers 2008 à faire des portraits. Grâce à un médecin qui m'avait permis de pouvoir rencontrer les patients. J'avais fait toute une série que j'avais présentée pour mon diplôme des Arts Déco. Et ça m'était resté dans l'esprit. J'avais commencé à lire pendant un masque blanc, effectivement, les damnés de la terre. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est vrai que j'avais pas connaissance, et très peu d'amis à moi à l'époque avaient connaissance de Fanon et de ce qu'il avait apporté à la fois en tant que militant, mais aussi, je pense, une partie méconnue ou peu connue, mais aujourd'hui qui commence de plus en plus à être visitée et revisitée. C'est son travail dans l'hôpital psychiatrique de Blida en tant que psychiatre. C'était quoi son approche justement de la psychiatrie? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans sa façon de faire de la psychiatrie avec les patients? Je pense qu'il y a quelque chose d'assez qui est lié aussi beaucoup à l'hôpital en lui-même. J'ai l'impression que l'hôpital aussi, c'est un personnage. C'est quelqu'un de vivant. C'est voilà l'architecture, le lieu, parce qu'il faut connaître l'histoire un peu de cet hôpital-là. C'était un hôpital qui était construit par Antoine Porot, qui était lui un psychiatre racialiste et qui considérait que les patients algériens pouvaient pas être soignés parce qu'ils n'avaient pas, si vous voulez, la capacité à comprendre les concepts et les idées. Quand Fanon arrive, il est effectivement choqué de la manière dont les indigènes étaient traités à l'époque, et il commence à essayer de comprendre. Et lui, il est passé aussi beaucoup par Saint-Alban, un autre type de psychiatrie. Et il avait dans son bagage d'études, effectivement, le travail sur l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire comment essayer de comprendre quelles sont la culture, l'histoire, les croyances de ces patients avant de pouvoir les soigner. Et effectivement, quand il a commencé à aller les voir, essayer de les comprendre, ça a plutôt bien marché, il a eu beaucoup de succès. Mais je pense qu'il a été énormément touché par la violence et la manière dont eux-mêmes étaient traités. Vous commencez donc par rencontrer des patients, par les photographier, et il y a, parce que ça fait partie de votre processus de création, et vous allez me dire d'ailleurs si c'est à ce moment-là que une idée de création artistique naît en vous, mais une rencontre et un lien très fort que vous allez tisser avec l'un de ces patients en particulier. Qu'est-ce qui vous touche chez lui, et à quel moment est-ce que cette relation naît avec Bourlem Mohamed? Alors, la relation, elle a mis plusieurs années à se construire. C'est qu'en fait, je suis parti en 2013 et j'étais tombé sur un jardin qui avait été construit à l'intérieur même de l'hôpital, juste avec des morceaux de bois et des plantes qui étaient organisées dans l'espace. Et ce jardin, moi, m'avait ému. J'y trouvais une beauté hallucinante, et j'ai tout de suite demandé qui avait construit. Je pensais que c'était des ateliers qui avaient été faits en commun avec des psychiatres et les patients, mais il s'avère qu'en fait c'était un monsieur qui a vécu 40 ans de sa vie juste après à peu près 7-8 ans après le départ de Fanon, et qui est un peu l'héritier fait de cette histoire, de la manière de soigner les gens. Et lui, à peu près pendant 40 ans, ce qu'il a fait dans cet hôpital-là, c'est qu'il s'est occupé des jardins, des plantes, et il a construit comme ça son propre savoir. J'avais envie de le rencontrer, et c'est à l'occasion de la Biennale de Liverpool que j'ai voulu aller le rencontrer pour apprendre et pour pas faire disparaître un savoir qu'avait comment on dit, créé ce patient, et pour laisser vie et laisser mémoire à ce savoir-là. Et donc je suis parti le rencontrer pour lui parler du projet que j'avais de faire l'hôpital, le jardin à Liverpool. Et là, on a commencé à travailler ensemble. Il m'a aidé à comprendre ces structures. Et comme ça m'a permis aussi de garder, en tout cas de sauvegarder à la fois sa mémoire et son savoir. Et qu'est-ce qui vous a intéressé, Mohamed Bourouissa, dans cet hôpital psychiatrique, qui est quand même un lieu extrêmement particulier, parce que c'est à la fois un lieu de vie, mais aussi d'enfermement? Complètement. Je pense qu'il est très intéressant parce que cet hôpital-là, et c'est pour ça que j'en parle comme une sorte d'entité, plus que simplement une architecture et un lieu. Je pense qu'il cristallise énormément de choses qui sont de l'ordre effectivement de la première chose, de la psychiatrie. Une des avancées, alors
qui est intéressant. Et c'est là toute l'ambiguïté, je pense, d'un lieu comme celui-ci. Et en plus, c'est la naissance du moment où Fanon devient lui aussi activiste et qu'il a une action dans l'histoire de la décolonisation. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se réfèrent à ses écrits, que ce soit dans les études, dans les universités. Et c'est un lieu assez particulier parce que à la fois, c'était une avancée très importante en Afrique. Je crois que c'était pour pas dire de bêtises, donc ça peut-être à vérifier, mais je crois que c'était un des premiers hôpitaux psychiatriques qui a été construit en Afrique par les Français. Donc évidemment une avancée dans la manière de soigner et en même temps paradoxalement une régression dans la manière de traiter les gens. C'est-à-dire que quand Antoine Porot, ce que je vous expliquais, c'est que c'était un psychiatre avec cette idée de créer une sorte de village de vie, de lieu de vie. Et en même temps, vraiment un dénigrement complet des indigènes et une séparation entre les colons et les indigènes, ce qu'ils appelaient les indigènes. Et effectivement, quand Fanon lui arrive, il va bousculer tout ça. Il repart parce qu'il est complètement choqué de la manière dont les Algériens étaient traités. Et d'un coup, ça, pour moi, l'hôpital en soi, il y a à la fois l'histoire des patients, l'histoire de la guerre d'Algérie qui s'inscrit elle-même dans l'histoire de cet hôpital-là, et l'histoire aussi de sa transformation. Par exemple, on a des exemples qui sont assez beaux dans cet hôpital où les patients hommes, plus particulièrement, étaient un peu à l'écart. Les patients hommes algériens étaient un peu à l'écart. Et par exemple, on essayait de leur créer des lieux de vie. Et un des lieux de vie, c'est le café mort. Et ça a été aussi une vraie avancée quand Fanon arrive, parce qu'il décide de faire le café mort. Parce qu'il prend en compte la culture et l'histoire de ces gens-là. Comme la cigarette, on a entendu par exemple. Exactement. Il fallait leur tendre une cigarette. Exactement. Et donc cette histoire, à un moment donné, il y a une pancarte où le mot bar a été enlevé. Parce qu'effectivement, il y a une culture, il y a une histoire. Et donc, pour soigner des gens, il faut aussi prendre en compte leur histoire et de là où ils sont. Mais comment on peut avoir ça à l'image? Comment, en fait, on peut retracer cette histoire-là à l'image quand vous dites que c'est à partir de 2008 que vous y êtes allé, qu'après il y a eu un autre projet en 2013. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on retranscrit de cette histoire qui est passée? On l'a retranscrit d'une manière. Je peux parler de l'installation, si vous voulez. Celle du LAM. Celle du LAM. L'exposition. Je pense qu'elle est très. L'installation, elle a eu plusieurs formes pendant plusieurs années. Donc moi, je travaille comme ça. Je questionne toujours ce que je fais. Je retransforme. Pour moi, une œuvre, elle est toujours vivante. Elle n'est jamais finie. Elle n'est jamais finie. Et à partir du moment où je suis encore vivant, elle n'est pas encore finie d'une certaine manière. Et donc. L'installation qu'on a, c'est des écrans complètement explosés dans l'espace. Parce qu'effectivement, il y a ce rapport à la psychiatrie où le corps, les pensées, le corps, en fait, peuvent créer des formes de dissociation. Dans une des scènes, par exemple, du film, moi, je me suis beaucoup posé la question de l'incohérence, de la manière de créer une forme d'autres logiques, d'autres manières, d'autres pensées qui peut s'approcher à des moments où on peut être énervé. Et parfois, on a cette sensation où les idées se mélangent, les pensées se mélangent. Et j'ai voulu vraiment construire le film dans ce sens-là. Et une des scènes qui, je pense, est très belle dans est importante parce que je me suis aussi posé beaucoup la question des archives, quel type d'archives j'avais envie d'inscrire dans le film. Et une des archives que j'ai mis dans le film, c'était pas obligatoirement des archives liées à la guerre, mais c'était la question du trauma et comment les traumas réapparaissent dans notre histoire personnelle, dans une histoire à la fois intime et collective. Et je pense pas tout particulièrement au film, au match de foot qui a eu lieu juste après la Coupe du Monde de 98, où en fait on avait eu comme ça des personnes qui ont complètement envahi le terrain au moment où l'Algérie perd contre la France. C'était à la base un match amical, mais on sent qu'il y avait des relents et des choses qui se rejouaient à ce moment-là. Et je crois que c'est une forme aussi d'histoire qui, elle, se répète parce que c'est des histoires qui sont pas réglées. Et qui n'est jamais finie non plus, en fait. Qui n'est jamais finie et qui effectivement passe par le dialogue, par la discussion, par le fait de pouvoir créer des espaces, comment dire, safe, comme on peut le voir chez entre un psychiatre ou un patient, où à un moment donné, le patient lui-même trouve une forme d'espace où il se sent protégé et il se sent libre de dire ce qu'il a envie de dire. Et c'est ce genre de moments qui, pour moi, peuvent guérir, en fait. Voilà.
Vous disiez que l'œuvre n'est jamais terminée, qu'elle est en constante évolution. Mais alors, quand est-ce qu'elle commence, cette œuvre-là, par exemple? À quel moment vous vous dites cette rencontre avec l'hôpital, le personnage, avec Frantz Fanon, avec le patient, à quel moment elle commence, l'œuvre, dans votre tête? Alors, l'œuvre, elle se construit au fur et à mesure du temps. Elle est pas, si vous voulez, le résultat d'une idée finalisée. En tout cas, l'idée essentielle, je pars sur une sorte de règle du jeu, on va dire. Et à partir de là, l'idée est simple. Souvent, les idées sont simples et elles se complexifient. Comment elles se complexifient? Par les rencontres, par les échanges qu'on peut avoir avec les gens. Un exemple très simple, quand dans le film, on a aussi ce autre moment où on me voit... où on m'embrouille par rapport, on me dit de retourner en Algérie, c'était des Anglais jamaïcains, pour le coup, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'ils ils m'agressent. En fait, ils ont été un peu virulents pour leur manière. Mais pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Ici, ça se passe très bien. On est tranquille ici. Et c'était au moment où j'étais dans le jardin, parce qu'on faisait un jardin Resilience Garden qu'on a fait à Liverpool. Et je crois que mes films, en fait, sont aussi le résultat d'une expérience qui se trace petit à petit. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais envie de faire un jardin. Et petit à petit, à partir du moment où j'ai envie de faire un jardin, ce jardin qui va être construit est le fruit en fait d'un ensemble d'expériences humaines, d'expériences de création artistique qui vont donner un résultat. Et ce que je transmets, en tout cas ce que j'essaye de rendre visible souvent dans mon travail, c'est l'idée même d'expérience. Et je pense que c'est pour ça que je dis que souvent les œuvres ne sont pas finies, parce qu'elles sont le fruit en fait de notre expérience. Ma mère avait un appareil photo Kodak, donc je lui ai demandé la permission de l'utiliser et de l'emmener à l'école. J'ai commencé à photographier beaucoup de mes amis au collège et au lycée. Ce que j'ai appris sur la photographie à ce moment-là, c'est que c'était comme de la magie. Vous savez, ça m'a donné une voix et un but. Avant ça, j'avais un petit problème de bégaiement. Je n'avais pas vraiment confiance en moi. Mais il me semble qu'à partir du moment où j'ai eu un appareil photo et que j'ai regardé dans le viseur, j'ai vu un tout nouveau monde. Et ça m'a permis de dire de belles choses aux gens. Je leur faisais comprendre que leur existence comptait. Il ne s'agissait pas seulement de prendre des photos, mais de faire en sorte que les gens se sentent bien. Je leur demandais « Je peux vous prendre en photo ?» Et ils répondaient « Mais pourquoi vous voulez ma photo ?» Et ça, en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu entendre. Parce que je pouvais m'asseoir et leur dire « Parce que vous êtes beau. Parce que vous êtes spécial. » Et ça me faisait du bien, de faire en sorte que les gens se sentent bien. Je ne trahis rien, Mohamed Bourouissa, vous avez un grand sourire et la chair de poule en écoutant le photographe new-yorkais Jamel Shabazz. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ah, c'est particulier. Là, ça m'a vraiment ému de l'entendre parler. J'avais jamais entendu sa voix en tout cas, ce qui est clair, c'est que je me suis pas trompé quand j'ai découvert le travail, et ce qui m'a ému beaucoup dans sa démarche, c'est que il avait dans ces images, on sentait qu'il y avait une forme de noblesse dans la manière dont il photographiait les gens et dans la manière dont il voulait les représenter. Moi, j'ai grandi peut-être avec une représentation peu de représentation des gens qui m'entouraient et de ma culture en général, parce que ma culture, elle est le fruit de mon histoire familiale, c'est-à-dire mes origines algériennes, mais aussi elle est le fruit de mon environnement. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui sont en banlieue, on est plutôt d'origines différentes et on se mélange et on construit comme ça une forme de culture qui à la fois se traduit par notre histoire personnelle, mais qui aussi se traduit par nos influences, nos écoutes musicales, et on construit comme ça une culture. Et c'est vrai que quand je découvre le travail de Jamel Shabazz, d'un coup, je sens qu'il avait compris qu'est-ce que c'était que leur histoire, leur identité. Ils ne regardaient pas uniquement que l'aspect social ou l'aspect de l'environnement défavorisé dans la qualité, mais la créativité, la beauté qu'il y avait au travers de leurs vêtements, effectivement de la créativité que les gens avaient en s'habillant, de la fierté qu'ils avaient en mettant certains types de vêtements, certaines poses qu'ils avaient. Et je crois que ça a traversé son travail, a traversé ces images, et je crois qu'il m'avait touché au cœur. Et voilà. C'est lui qui vous a donné envie de faire de la photo, ou vous en faisiez déjà avant? J'avais commencé à faire de la photo. C'est lui qui m'a, disons, fait tout d'un coup, j'ai eu une intention. J'ai une intention dans mes photographies. Alors qu'avant, vous photographiez de manière
presque spontané, sans y penser. Je photographiais, j'essayais de photographier, essayer de comprendre ce que c'était que la photographie, parce quand on commence la photographie, on ne sait pas trop où on va, on apprend, on fait des images, on construit des images. C'était mon ami Anoush Kashout qui m'a introduit à la photographie et qui m'a fait découvrir ce livre. Et c'est vrai qu'au début, je savais pas trop ce que je faisais. En tout cas, je photographiais, j'avais fait des photographies en Algérie, mais j'avais pas d'intention forte. Et quand j'ai vu le travail de Jamel Shabazz, ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de représenter les gens qui m'entourent et de les représenter de la manière dont moi je les vois. Et non pas peut-être, effectivement, à l'époque, il y avait toute une culture, toute une histoire de la photographie documentaire qui, pour moi, ne montrait pas c'est ce que lui montrait. Voilà. Mais ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous vous êtes emparé d'un médium en pressentant qu'il pouvait vous servir à quelque chose, mais sans savoir ce qu'il allait vous apporter. C'est quand même fou. C'est-à-dire que moi, je me mettrais au dessin comme ça, peut-être que je ne trouverai jamais ce que je veux en faire. Vous voyez, enfin, c'était presque un pari de vous appuyer sur l'apprentissage de la photographie et de vous dire, ça se trouve, en fait, vous n'auriez jamais rien su en faire. Je l'ai pas pensé comme ça. Je pense que je le pense pas. À l'époque, je le pensais pas comme ça. Je sens qu'en fait, avec la photographie, il y avait quelque chose. Donc, l'époque où j'avais pas obligatoirement d'intention claire, j'avais juste l'immédiateté de la photographie, ce que je trouvais assez puissant, parce que moi je viens principalement de la peinture et du dessin, donc ça c'est un peu mon parcours depuis que je suis petit, c'est un peu les études vers lesquelles je me suis dirigé, et c'est vrai que la photographie ça a été tout de suite la question de l'immédiateté, de pouvoir construire une image dans cette immédiateté, de la voir, de capter un moment. Donc ça a été quand même quelque chose que j'essayais de retrouver, mais c'est comme apprendre un langage. Pour apprendre un langage, on a une sensation, une intuition, et puis cette intuition, on essaye de comprendre vers où elle va nous emmener. Et effectivement, à un moment donné, elle me fait rencontrer son travail. Et son travail, ça se connecte avec une histoire personnelle. Et d'un coup, l'élément photographique et mon histoire personnelle me dit, bah oui, là, il y a quelque chose qui se passe. Mais j'ai pas pensé en termes de pari ou en termes de ah oui, mais là, c'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai plutôt suivi une intuition. Voilà. Avec le résultat, d'abord, ce sont 2 séries de photographies. Nous sommes Al en 2002-2005, justement avec Anoushka Chout dont vous parliez, portrait de jeunes à Châtelet-Les-Halles, ce cœur au centre de ce quartier, au centre de Paris. Et puis ensuite, en 2007, vous recevez ce prix à Arles pour une autre série qui s'appelle Périphérique, un travail qui part des émeutes de banlieue en 2005 et avec 2 approches très différentes. Dans ces 2 séries. D'abord, peut-être, vous le disiez, quelque chose de documentaire, et ensuite, de la mise en scène totale. Quelle est l'intention quand on se dit, maintenant, mes photos, elles vont être mises en scène et je vais calculer la moindre composition de ce que je photographie? Alors, ça se passe pas tout à fait comme ça. Je pense qu'il y a aussi, et j'en reviens toujours à ce feeling qu'on a aussi en musique. La question du feeling, c'est ou de l'intuition. Je pense que c'est un élément quand même assez important qu'on n'intellectualise pas tout, qu'on le fait parce qu'à un moment donné, on traverse des choses. Donc voilà, moi j'ai eu la chance, quand je suis rentré après avec la série Nous sommes Al, j'ai eu la chance de rentrer aux Arts Déco. Et quand j'étais aux Arts Déco, j'ai eu cette incroyable chance de pouvoir rencontrer des gens qui m'ont accompagné, qui ont été aussi des mentors, je pense effectivement, et mes amis qui aussi m'ont beaucoup entouré dans mon accompagnement de cet apprentissage et qui aussi faisaient partie de mon univers. Et comme les professeurs, je pense à Christian Courrèges, qui est décédé aujourd'hui, à Florence Paradise, à Jean-Luc Moulin, qui tout au long des études m'ont accompagné et m'ont appris à réfléchir, à questionner la photographie. Parce qu'effectivement, quand on passe du moment où on a une intention dans une photographie, on passe à un autre, on va dire une autre étape qui, pour moi, l'analyse photographique à qu'est-ce que veut dire une image, qu'est-ce que veut dire un geste, qu'est-ce que veut dire un regard à travers une image, qu'est-ce que ça construit d'avoir 2 corps dans un espace, l'architecture, le mouvement, tout ça, c'est des choses
qu'on pressent dans ces premières photographies, qu'on a déjà, même dans Nous sommes Hall, la question de la pose, elle est déjà présente dans ces photographies. Et dans Périphérique, je crois que c'est vraiment une sorte d'étape analytique et même d'analyse critique de ce que c'est qu'une image, qu'est-ce qu'elle nous raconte. Et des gens comme Florence Paradise m'ont permis cette réflexion autour de qu'est-ce qu'on raconte, parce qu'une image, c'est un instrument, c'est un langage, et donc on apprend à avoir un style. C'est comme quelqu'un qui écrit, tout d'un coup il va peaufiner son écriture, son style, et donc d'avoir un discours, et d'avoir aussi un discours au travers de ces images-là. Je pense que cette série-là, elle est essentielle dans le sens où moi j'ai commencé ma première photographie, c'était La Fenêtre. La Fenêtre, ce sont deux boxeurs qui se regardent l'un face à l'autre, et donc dans cette image-là, c'était beaucoup moi aussi mon parcours personnel et de l'histoire de l'art, où moi j'avais traversé un peu beaucoup la peinture, appris beaucoup sur la peinture de la Renaissance, et j'avais envie aussi, comme dans Nous sommes Hall, d'intégrer mon environnement à une histoire à la fois de la peinture, mais aussi de la photographie sous la forme de tableaux photographiques. Et c'est quoi votre discours alors? Voilà, qu'est-ce que vous nous racontez? C'est quoi votre langage? Alors moi on parlait beaucoup de choses. Je pense que c'est une manière aussi et il a très bien dit, c'est comment en fait des images médiatiques peuvent avoir une certaine position vis-à-vis ou stéréotyper certaines images à l'époque. Je m'étais dit, mais en fait, je vais reprendre ces images qui sont stéréotypées, qu'on a de ce qui lié à une forme de véracité. On nous dit que ça, c'est vrai. Et j'ai reconstruit ces images, donc en collectant, en les jumelant avec une histoire de la peinture et en créant des tableaux pour questionner le propre regard qu'on pouvait porter à la fois sur la banlieue. Et puis sur les jeunes de banlieue. Les gens de banlieue. Et c'est surtout la figure du jeune de banlieue, entre guillemets, parce que même si cette expression, c'est une expression que moi, j'aime pas du tout, je trouve qu'il y a une forme de stigmatisation qui est faite, de représentation stéréotypée, et c'était pour moi une manière de re-questionner le propre regard qu'on pouvait avoir sur ce qu'on appelle jeunes de banlieue, quoi. Oui, vous vous attaquiez en fait à cette expression presque. Exactement. Et surtout la question des hommes, des jeunes hommes, dans ce contexte-là, quelle image on porte sur eux, comment on les stigmatise, et comment en fait ça reproduit, ça renvoie une propre image de soi. Dans l'archive de Djamel Shabazz, il dit qu'il y a eu presque un acte de réparation pour lui, de bégaiement, mais aussi pour ceux qui photographient. Est-ce que vous vouliez faire ça aussi? Je pense que oui, parce que pour moi, il le dit très bien juste à la fin, il parle de la beauté. Ouais. Et pour moi, il y a quelque chose de très fort dans cette idée de beauté, comment construire des images qui sont belles, parce que effectivement, le beau, ça peut être considéré comme aujourd'hui vulgaire, mais je trouve qu'il y a une forme de subversion. Il y a vraiment une forme de subversion de dire je veux construire des belles images. À partir du moment où le beau intervient, on regarde, on repense, on re-questionne. Et ça, pour moi, c'est d'autant plus subversif. Attendez, moi, j'ai pas très bien compris cette idée-là. Pourquoi vous pensez qu'il y a quelque chose de vulgaire dans la beauté et que... Non, mais j'ai eu l'impression qu'à un certain moment, c'est lié aussi à une histoire de l'art. Je pense qu'il y a une forme de dire que quelque chose est beau, parfois. Ça peut être considéré un peu comme non conceptuel ou... on va dire que c'est pas très bien vu obligatoirement, vous voyez. Mais c'est juste joli, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le rapport ça fait bonne au figure, beau, mais ça dit joli. rien, voilà. quoi. Mais le beau en soi ou la beauté en soi peut avoir vraiment une force très subversive, je pense. Voilà. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Moi, avant d'aller en tôle, j'avais un LinkedIn, il était parfait. Vraiment, bac éco, mention bien, master en école de commerce. Là, je commençais à bosser en tant que commercial chez Dacia. Et de 2019 à 2022, plus rien. En fait, moi, à la base, je voulais être directrice marketing chez L'Oréal. Ça, c'était mon rêve. Maintenant, c'est ligne que dalle. De toute façon, quand tu prends 3 ans ferme, tu fermes ta gueule. Après, je passe quand même des entretiens d'embauche. Hein. Là, il y a 2 jours, j'ai passé un entretien pour travailler dans la vente chez Etam. Du coup, on m'a demandé de vous faire un sketch. Super le profil, vachement bien, vous excellez vraiment dans tous les domaines. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, là, le LinkedIn, il est pas à jour. Pourquoi il y a 3 ans de trou dans le CV?
Eh ben parce que j'ai fait 3 ans de trou. Vous avez fait des enfants? Non. Non, j'ai littéralement fait 3 ans de trou. Enfin, je sors du placard, quoi. Coming out. Sachez que notre entreprise soutient le droit à la différence et le combat LGBT. Non, pas du tout. Enfin, c'est quand je dis que je sors du placard, c'est que je sors de prison, en fait. Je vois que vous avez des doutes. Après, je peux commencer par un CDD, si vous voulez, ou même une période d'essai. Ah, je commence pas? Pardon? Je vous fais perdre votre temps? D'aller me faire foutre? Bah, ça tombe vachement bien, là, parce que j'allais y aller. Mohamed Bourouissa, depuis hier soir, donc vous êtes face au public en quelque sorte avec ce seul en scène intitulé Quartier de femmes que vous avez coécrit avec Zazon Castro. C'est au théâtre de Gennevilliers depuis hier soir et jusqu'au 23 octobre prochain. La narratrice qu'on entend est interprétée par Lou Adriana Bouziwan, une coproduction donc du théâtre de Gennevilliers et dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Racontez-nous votre envie folle d'expérimenter la scène, parce que c'est véritablement ça qui vous a pris. Ah bah oui, c'est... Vraiment une envie folle? Alors une envie folle, c'est toujours... je pars pas sur d'envie claire. Je pense que c'est toujours une intention qui va pousser des gestes que je vais avoir ou ces envies en fait. Une intuition encore, quoi. Non, alors une intention pour le coup. Là vous assumez la différence. Okay. J'assume la différence. Au départ, quand c'est le LAM, donc le LAM à Villeneuve-d'Ascq, donc j'avais fait Temps mort, et ils se sont dit ça serait bien qu'ils rencontrent Claudine qui travaille au LAM et qui a été un peu la personne importante qui m'a accompagné au travers de ce projet. Et quand on s'est rencontrés avec Claudine, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit je fais des ateliers, est-ce que tu as envie de faire des ateliers? Et tout d'un coup, j'ai commencé à réfléchir parce que j'avais fait pas mal de projets autour de la prison. C'est la suite de votre dialogue avec des prisonniers, puisque dans Temps mort, vous l'avez dit, c'est un film où vous discutez par SMS avec un prisonnier qui filme et ensuite avec lui en co-auteur, vous en faites un film. Et donc là, l'idée, c'est d'entrer dans une prison et d'assister, de faire des ateliers d'écriture avec des détenus. Exactement, merci. Vous n'aurez pas mieux dit. Oui, c'est ça. Et donc, on a commencé à travailler pendant presque 1 mois avec Zazon Castro. Donc, on a travaillé presque 1 mois où on a récolté. Et au départ, nous, on était partis en se disant, on va écrire le spectacle avec elle. Donc je voulais aussi les remercier parce que sans elles, le spectacle n'existerait pas. Donc je profite à l'antenne d'en remercier toutes ces personnes parce que malheureusement, on n'a pas eu l'occasion. Et donc, quand on est parti, au départ, on devait écrire avec elles et en fait, elles ont profité de ce moment juste pour pouvoir se confier et échanger. Et c'est par la suite que, en récoltant tous ces témoignages, Zazon a travaillé sur cette idée autour d'Antigone et en même temps déplacer ça, d'avoir Antigone comme toile de fond et pas obligatoirement l'histoire. Et donc, il y a cette histoire de ce personnage d'Enda où l'histoire est beaucoup plus sur sa manière, elle, de traverser et la manière dont ça va la transformer. Quand vous dites elles, ce sont donc ces détenues femmes qui sont au centre pénitentiaire de l'île Sequedin que vous rencontrez. Et de cet atelier d'écriture, d'écoute aussi, parce que là encore on retrouve votre volonté d'échanger, de lier de créer des liens forts avec les personnes que vous rencontrez. Comment est venue l'idée justement de mettre une héroïne, de s'adresser aux femmes, de faire parler les femmes dans un milieu carcéral qui est souvent représenté par des hommes? Parce qu'effectivement, c'est complètement ça. Il faut savoir que je crois que c'est entre 5 et 10%, si je dis pas de bêtises, on pourra me corriger, qu'il y a de femmes en prison. Et donc c'est vrai que je m'intéresse beaucoup plus dans mon travail. Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur le masculin dans mon travail. Et pour le coup, je me suis dit que ça serait intéressant de voir quelle est la perspective des femmes dans un milieu carcéral où on a beaucoup plus d'images sur la représentation des hommes. C'est comme ça qu'est née l'idée de créer un stand-up. Et la difficulté aussi, c'est de se dire comment on met à distance et comment on évite la condescendance vis-à-vis de ces sujets comme le sujet de la prison. Effectivement, l'humour intervient. L'humour est un moyen aussi de mettre à distance, que ça soit le public, mais que ça soit aussi le rapport qu'on peut avoir de condescendance vis-à-vis de ces sujets-là. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée d'écrire un stand-up. Et effectivement, l'écriture d'un stand-up, c'est une personne sur scène. Et au départ, c'était l'idée d'écrire un stand-up. Et c'est de plus en plus, ça s'est transformé en un seul en scène. Et que reste-t-il de l'image dans le stand-up? Là, il y a beaucoup d'écriture, de dialogue, de paroles. L'image, votre passage des arts plastiques, photographie, peinture, ça,
voilà, elle est où l'image là? Mais je pense qu'elle est constamment dans mon travail. Il y a toujours ce rapport au corps, que ça soit dans mes photographies. J'ai beaucoup travaillé sur la disposition, la géométrie, de comment disposer les gens dans l'espace, comment les faire s'incarner dans les images. Et je pense que la pièce de théâtre, c'est vrai qu'elle est très nue. Il y a pratiquement très peu d'éléments, mais les images sont là. Pour moi, elles existent permanentes et elles sont aussi mentales. C'est-à-dire que j'ai essayé de complètement d'effacer les représentations qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire évidemment le plus simple, ou enfin le plus caricatural, je vais vraiment plus caricatural, c'était de prendre Enda et de créer des cellules de prison et dire bon bah voilà, des barreaux, on va faire une prison sur la scène et je crée des images. Non, je me suis dit qu'au contraire, il fallait essayer d'effacer tout ça pour qu'on arrive à se créer des images mentales, qu'on crée cet univers-là mental et que tout ce qui s'incarne, c'est par le corps, par le geste. Les images, elles sont liées à Lou, qui est une actrice extraordinaire et qui incarne tous ces personnages. Et je pense que, en fait, les images, elles sont produites par notre imaginaire en voyant la pièce. Quand vous dites qu'elle incarne, allez un peu plus loin sur l'idée du corps, c'est très intéressant. Vous lui demandez de jouer des personnes différentes, d'âges différentes. Alors ça, c'était aussi une vraie question. C'est comment on fait pour incarner des gens. Effectivement, il y a dans le jeu et dans le travail qu'on a eu avec Lou et avec Yumi, qui est la chorégraphe de la pièce, ça a été vraiment un travail sur le poids du corps. Parce qu'effectivement, quand on joue un personnage, on joue la voix, la personnalité, le caractère, mais il y a le poids du corps. Et beaucoup dans la pièce, on a beaucoup travaillé sur la transition. Comment on passe d'un corps de 40 kilos à un corps de 70 kilos, par exemple. Bah ça demande un moment de transition et de transformation. Et ça a été un vrai travail qu'on a fait ensemble, c'était comment l'incarner. Et pour moi, ça aussi fait partie d'une représentation. Je rappelle le titre de ce seul en scène, donc Quartier de femmes, coécrit avec Zazon Castro, interprété par Lou Adriana Bouziouane. C'est au théâtre de Gennevilliers jusqu'au 23 octobre prochain, dans le cadre du Festival d'automne à Paris. À l'occasion aussi de cette grande exposition, Mohamed Bourouissa, Attracteur étrange. Là, c'est au LAM, au Lille Métropole, Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut. C'est jusqu'au 21 janvier prochain. Et d'ailleurs, vous serez ensuite en 2024 au Palais de Tokyo, mais on n'en dit pas plus. Le moment est venu pour vous, Mohamed Bourouissa, de faire un choix musical. Vous avez le choix entre deux artistes, Booba ou Travis Scott. Booba, je l'aime beaucoup. Travis Scott. You the one, you know we the best. You the one I call when I'm stressed. This the time of the year I feel alone. This the time of the year you should be home, yeah. It's the late night, you know the deal. On a late night, don't wanna chill. Yeah, I'm on the west side. All the drugs, no, I'm not the best guy. But you know I always get it done, yeah. You done had all the rappers, I'm the one, yeah. Ain't gonna lie, I remember how I feel, yeah. I ain't gonna lie, I'ma tell you it's real, yeah. Split a pack of the woods down. Ride with me, yeah, you wish you could now. Always come and go and never fail. Mohamed Bourouissa, vous avez donc choisi Travis Scott, Impossible, mais vous avez un peu regretté avec Booba, que vous aimez beaucoup aussi. Hein. Les deux. C'était temps mort quand même. Je savais pas quel était le morceau, donc on m'a pas dit. Donc là... En tout cas, merci de vous être prêté au jeu, Mohamed Bourouissa. Merci d'être venu dans les Midis de Culture, une émission préparée par Aïssatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. L'émission est réalisée par Nicolas Berger et à la prise de son ce midi, c'est Élise Le. À lundi, Géraldine. À lundi, Nicolas.